Position. D'accord. Écoutez, bonsoir à tous. Alors, dans ce concert de louanges, je vais aussi faire mes propres remerciements, bien entendu, donc au Conseil général pour son invitation et cette soirée dans laquelle on va pouvoir, j'espère, échanger encore. Et puis, bien entendu, et surtout aussi aux associations donc organisatrices avec lesquelles la collaboration, Olivier et moi, donc sur toutes ces années, ne s'est pas démentie. Alors j'avais une commande assez précise quand on m'a convié à cette soirée, c'était celle de vous présenter un très bref panorama, parce que le temps est effectivement compté, sur les troubles 10, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en dire, entre guillemets, donc en 2010, et peut-être que ce sera aussi l'écho avec l'introduction d'Olivier, la dynamique, et je pense que je suis parfaitement d'accord pour le rejoindre sur ce point, la dynamique qui émerge, qu'il faut pour autant effectivement donc consolider, les choses peuvent être fragiles, mais je crois qu'avec un peu de volonté, et la volonté est quand même importante, on peut faire effectivement des grandes choses. Donc très concrètement, je vous propose donc de démarrer. Alors d'abord, je pense que c'est toujours intéressant de situer un peu les choses dans un contexte un peu plus général. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la problématique des apprentissages, bien entendu, c'est devenu en l'espace d'une dizaine d'années une préoccupation de plus en plus importante, portée à la fois par les parents mais aussi relayée par les enseignants, et qui a vu aussi en cascade un petit peu voir arriver des enfants dans des cabinets pour une demande d'avis spécialisés, avec peut-être parfois des cliniciens qui n'étaient pas toujours très sensibilisés ou informés sur ces dynamiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même si on va parler plus spécifiquement des troubles 10, je crois qu'il ne faut pas oublier aussi que cette question des apprentissages, elle s'intègre dans une question beaucoup plus large, sociétale, qui est un enjeu majeur, qui est celle de la réussite scolaire. Et que la réussite scolaire, vous le savez, c'est au-devant de bon nombre d'interrogations de cliniciens, de sociologues et de nos politiques. Mais que cette problématique, même si on la croit très contemporaine, quand on recule et quand on prend un peu un espèce de regard un peu en focale, on se rend compte que, j'ai envie de dire, que depuis que la société existe, elle a toujours été là. Socrate se posait déjà des questions sur l'apprentissage, sur comment les jeunes apprennent la maïeutique, vous le savez, et c'est allé bien entendu en s'accentuant de Montaigne à Jules Ferry, avec l'école obligatoire. Et cette problématique ancienne, elle est certainement complexe, et c'est bien pour ça, de par sa complexité, qu'elle est aujourd'hui encore, non pas non résolue, mais en tout cas imparfaitement résolue. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, je crois qu'on est toujours confronté à deux défis majeurs, et le fait qu'on soit ce soir recueilli par le Conseil général me permet moi de souligner donc les deux enjeux qui me paraissent à dégager. D'une part, un enjeu de politique de santé publique, on va y revenir. Je crois qu'il est vraiment important de mettre le paquet, excusez-moi, sur la question du repérage et sur la question des modalités diagnostiques de ces enfants en difficulté. Et c'est vrai que les centres référents donc, pourront effectivement donc, en témoigner. Et puis, et là c'est peut-être le message que je renvoie donc, à nos décideurs et à notre édile, qui n'est pas là, mais indirectement, la question de la politique de socio-économique, c'est-à-dire que les modalités d'enseignement, du pédagogique, mais pour aussi accompagner le parcours éducatif, le parcours de vie, et la question de l'intégration scolaire et la question de l'intégration plus large, socio-professionnelle, d'enfants en difficulté d'apprentissage qui vont devenir des adolescents, mais des jeunes adultes, et puis des adultes, et aussi qu'est-ce qu'on peut effectivement donc leur proposer. Alors c'est vrai que cette question de l'intégration socio-professionnelle, elle a pris une résonance un peu particulière depuis 2005 avec la loi sur le handicap qui continue, vous le savez, à se déployer. Alors, pour revenir un peu sur la problématique des enfants 10, simplement là aussi, parce que je crois que des chiffres parfois situent les choses bien mieux que des grands discours, simplement pour vous montrer et frapper un peu vos esprits, on estime grosso modo aujourd'hui à peu près à 20% la population d'âge scolaire qui relèverait de besoins plus ou moins spécifiques pour accompagner et guider leur apprentissage. 20%, c'est énorme. D'accord. Si on décompte effectivement donc, les aspects affectifs, éducatifs et psychoaffectifs, dans ces 20%, on estime aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un certain écart, entre 4 à 6%, le nombre d'enfants qui souffrent, eux, là, plus spécifiquement de ces fameux problèmes 10, qu'on les appelle dysphasiques, dyslexiques, dysorthographiques, dyspraxiques, on y reviendra. 4 à 6%, en termes, là aussi, de santé publique, c'est énorme. Un ratio, c'est plus de 50 000 enfants qui rentrent en CP chaque année qui vont développer une dyslexie. D'accord ? Donc,
quand on rapporte ça à la population infanto-juvénile, ça donne tout de suite des chiffres qui peuvent donner un peu le tournis et qui nous montrent encore ce qu'on a effectivement donc, à faire et à donner pour les accompagner. Alors, je vais peut-être le faire. Alors, en 2 mots, parce que je pense qu'on ne va pas trop s'appesantir sur ces définitions, la question, effectivement, donc, des troubles 10, ce sont des troubles spécifiques qui répondent à des critères diagnostiques très précis. Je ne vais pas en faire le détail ce soir, parce que je pense que ce n'est pas le lieu, qui sont maintenant reconnus de manière consensuelle au niveau international, et qui sont effectivement, donc, je veux dire, formalisés sur des critères diagnostiques et des classifications comme la CIM-10, hein, qui est portée par l'OMS, ou le DSM, qui est une classification nord-américaine. Ce qu'il faut surtout, je crois, retenir au-delà des critères diagnostiques, c'est que ces troubles 10 touchent en priorité des enfants d'intelligence normale. Pourquoi j'insiste toujours sur le côté de l'intelligence normale? Parce qu'ils ont l'intelligence de pouvoir se rendre compte de manière très fine de leurs propres difficultés avec tout ce que ça va entraîner après en termes de motivation et en termes effectivement donc, de souffrance affective. Aujourd'hui, parler de troubles 10, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que ces enfants présentent des difficultés durables et en grande partie résistantes, on pourrait y revenir si vous voulez, dans la capacité à mettre en œuvre leurs compétences cognitives, toute cette petite mécanique intellectuelle et nécessaire et qui vient effectivement porter les apprentissages, que ce soit du côté du langage oral, du langage écrit, des raisonnements logico-mathématiques, de l'attention, de la mémoire et bien d'autres choses. Quand on n'a pas de difficultés dans ce registre, les choses paraissent relativement simples. Bien entendu qu'il faut faire un effort pour apprendre, mais cet effort, il est somme toute relativement accessible. L'enfant 10, lui, va devoir quelque part multiplier par 2, voire par 3 l'effort pour rentrer dans ses apprentissages, rentrer dans ses automatisations, et c'est pour ça que ça dure autant, c'est pour ça que parfois aussi certains baissent les bras, et c'est pour ça aussi que des parents s'y épuisent, hein, parce que il faut, tu dois, mais que c'est pas aussi simple que ça. Donc, là aussi, le dernier point, c'est que ces difficultés très spécifiques surviennent en dehors de tout déficit sensoriel, et puis surtout, vous le savez, de déficit éducatif, parce qu'on a beaucoup aussi posé la question du côté de l'origine affective et du côté notamment des interactions de ces enfants avec leur environnement donc familial. Ça, aujourd'hui, on sait que c'est faux, et des défauts aussi de pédagogie, hein, même si la pédagogie, là aussi, doit s'adapter à des modalités d'apprentissage. Alors, l'origine, aujourd'hui, on continue à apprendre, on continue à progresser beaucoup sur le plan scientifique, mais soyons clairs, et je ne vais pas effectivement vous raconter l'histoire, l'origine précise, la nature précise de ces difficultés, elle reste encore mal cernée, je ne dirais pas inconnue, mais on n'a pas de modèle de compréhension univoque, on n'a pas une cause précise. C'est pour ça qu'on ne parle pas de maladie, on parle de trouble. Et pourquoi on parle de trouble? Parce que les modèles de compréhension qui nous servent à penser, à construire les modalités diagnostiques, les programmes de rééducation orthophonique ou autres, ils sont construits sur des modèles qu'on appelle polyfactoriels. Tout ça pour dire quoi? Que ces modèles font interagir en permanence, grosso modo, 2 niveaux de facteurs. D'une part, des facteurs de vulnérabilité personnelle, qu'on dit endogènes, et qui renvoient vraisemblablement donc à des problématiques de troubles du neurodéveloppement, on pourrait y revenir, et aussi des facteurs environnementaux, mais qui sont plus là en termes de facteurs de résistance ou de résilience, d'accord? Et on essaye, tant bien que mal, de mesurer et d'impacter les interactions réciproques et permanentes qui se jouent effectivement autour des apprentissages dans cette dynamique. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si on devait résumer les choses de manière un peu caricaturale, et je m'en excuse, mais vous allez comprendre, c'est que si on parle de vulnérabilité, de susceptibilité développementale, grosso modo, on est dyslexique, on est dyspraxique, on est dysphasique. Les choses vont prendre un certain nombre de temps pour se révéler, parce qu'elles vont se révéler au moment de la confrontation scolaire, et qu'après, une fois les choses révélées, bien repérées, bien prises en charge, il y aura des effets de compensation qui se mettront en place. Mais on ne peut pas aujourd'hui laisser entendre à des enfants comme à des parents d'enfants 10 que leur trouble va guérir. On va le compenser, d'accord, jusqu'à un niveau effectivement donc qui nous paraît le plus opérationnel et le plus optimal pour favoriser leur parcours scolaire, mais grosso modo, leurs difficultés seront quand même là, au point où, quand on a des dyslexiques compensés, un petit stress, c'est assez classique, qui vont faire plus de fautes d'orthographe ou qui vont effectivement commencer à avoir des petites difficultés de lecture. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que ça souligne un côté qui était jusque-là peut-être pas suffisamment illustré, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est développemental,
ça va s'inscrire dans le temps et ça va donc nécessairement toucher l'adolescent, le jeune adulte. D'accord ? Et que pendant longtemps, on disait, ben ouais, ça va mieux, et qu'on espérait subitement, et un peu comme par magie, qu'à la fin de l'adolescence ou à la fin du bac, c'était réglé. J'interviens comme correcteur d'une épreuve de sciences humaines et sociales en première année de médecine, qui est une épreuve rédactionnelle. Je peux vous assurer que des dyslexiques, on en voit quelques-uns sur les copies. Donc ces trajectoires développementales, elles nous disent quoi aujourd'hui ? Même s'il faut les prendre avec prudence, parce que ce sont des moyennes et que rapportées à l'échelle individuelle, les choses peuvent être excessivement effectivement donc modulables et influençables. Donc ces troubles persistent jusqu'à l'âge adulte, avec une incidence remarquée, significative, sur le plan de l'épanouissement personnel. La question de l'estime de soi est très travaillée aujourd'hui par nos confrères, notamment canadiens, avec une baisse naturelle. Je me sens moins performant, je doute de mes capacités, je me trouve nul. Vous avez ces réponses, je me trouve nul, donc notamment le sentiment de confiance, le sentiment d'estime personnelle est affecté. Ça, c'est aussi important de le souligner, c'est qu'à niveau d'intelligence identique, les enfants porteurs de troubles 10 ont en moyenne un niveau de réussite scolaire et académique inférieur de 1 à 2 ans. D'accord ? Et il y a la question aussi de l'orientation qui peut être parfois inadaptée quand elle ne se fait pas malheureusement par défaut. Alors cet impact qui est là sur l'adaptation et aussi sur la qualité de vie, il est d'autant plus négatif, et vous voulez, et c'est pour ça que je vais me permettre d'insister à la fin de mon intervention sur ces aspects, cet impact négatif, il sera d'autant plus marqué que le repérage de ces difficultés sera tardif, qu'il y aura eu aussi une errance diagnostique, et ça Olivier pourra en témoigner. Olivier, au centre référent, reçoit beaucoup d'enfants avec des dossiers monstrueux et pour lesquels on doit quelque part faire une synthèse, et que cette synthèse, comme s'il n'avait pas été faite en amont. D'accord ? Donc avec la question du découragement, avec la question des parcours de soins qui sont parfois un peu compliqués, c'est vrai, on essaie de travailler à améliorer leur lisibilité, leur fluidité, et puis bien entendu aussi la question des prises en charge. Autant la prise en charge est importante, mais quand elle est mal calculée, mal paramétrée, elle peut aussi être inadéquate, facteur de résistance et facteur de chronicisation. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. D'accord ? La question de la non-concertation, parce que le trouble 10 fait souvent intervenir une constellation de disciplines autour de lui, de l'orthophoniste au psychomotricien, à l'orthoptiste, avec un peu de pédopsychiatre, avec bien entendu donc tous les étayages et les accompagnements aussi personnalisés en milieu scolaire, AVS. Donc vous voyez que la notion de partenariat, elle s'impose, elle doit être naturelle. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il y avait peut-être une ambition qu'on avait qui était peut-être difficilement envisageable il y a quelques années, mais je crois qu'aujourd'hui, en fin 2010, on peut se fixer un objectif atteignable, raisonnable et fédérateur, qui est celui en priorité de faire diminuer la souffrance affective de ces enfants et de ces familles pour les éviter à ces enfants qu'ils soient dans cette spirale. Alors, j'étais très fier de mon animation, je vois qu'elle apparaît d'entrée de jeu, je suis déçu. Donc, vous avez un tout petit bout de chou qui est au milieu, qui va avoir des difficultés d'apprentissage, vous voyez qu'il pinaille, il galère, que le travail scolaire c'est compliqué, que ce soit à l'école ou à la maison, que ces difficultés, nécessairement, plus il va grandir, et l'enfant, dès l'âge de 8 ans, est parfaitement capable, voire même avant, d'identifier les points de crispation. Il va douter, il va être un peu stressé, ça va même peut-être parfois aussi le rendre un peu triste, ça va armer aussi, ou ça va pouvoir faire glisser des choses, parfois sur la question de tension intrafamiliale. Il faut travailler, tu ne travailles pas assez, du côté aussi de tu ne comprends pas, ou pourquoi tu ne comprends pas, enfin, toutes ces discussions, vous les savez. Et que ça a été clairement démontré, ça peut armer la logique de l'échec scolaire. Et l'échec scolaire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quand même un des facteurs principaux d'exclusion, en tout cas de conduite, en tout cas de développement de conduite d'évitement chez l'enfant. Sa motivation est affectée, son sentiment d'estime est affecté. Donc pourquoi aller m'embêter à l'école ? D'accord ? Donc je me valorise de manière différente, et après avec la question de la marginalisation, et puis après des parcours de vie un peu compliqués. Donc cette spirale que vous connaissez et qu'on a connue, je crois qu'aujourd'hui on peut et on arrive parfaitement à la désamorcer. D'accord ? Ça peut prendre du temps parfois, mais je crois que c'est parfaitement réalisable. Alors pour ça, il faut se donner un peu les moyens. D'accord ? Et donc c'est là-dessus que je terminerai en direction de M. Baraduc. D'accord ? Alors, deux choses. Un, l'importance du repérage précoce. C'est clair, on le sait, c'est attesté, c'est scientifique, étant donné effectivement donc, notre position universitaire, Olivier et moi, on doit effectivement s'appuyer aussi sur les travaux de la littérature, que tous les troubles 10 ne sont pas expliqués en primaire et a fortiori en grande section, mais qu'on a aujourd'hui des indicateurs cliniques suffisamment prédictifs pour démarrer déjà des prises en charge adaptées
qui pourront déjà exercer des effets de compensation qui n'empêcheront pas le trouble en tant que tel, mais qui pourront déjà peut-être en retarder ou en tout cas en diminuer l'impact. Et que ces effets de repérage, il faut pouvoir les faire porter, bien entendu, donc aux enseignants, mais aussi aux médecins scolaires, aux infirmières scolaires, au personnel de crèche. Vous voyez qu'il y a une belle faute d'orthographe, ça doit être une attention donc, qui m'a guetté en fin de journée. La PMI, je n'ai pas si longtemps que ça, donc avec la PMI, il n'y a pas si longtemps. Et puis bien entendu les parents ont parfaitement la capacité à pouvoir aussi repérer et se poser des questions. Avec les parents, ils ont Internet et qu'Internet, ça les aide aussi quand même pas mal. Le deuxième aspect, c'est bien entendu donc la prise en charge. Prise en charge, je crois qu'Olivier et moi, on milite pour que cette prise en charge, elle soit concertée et coordonnée. Que bien entendu, c'est la concertation entre les professionnels de santé, mais entre professionnels de santé pour l'aspect éducatif et aussi tout le personnel de l'éducation nationale, de l'enseignant, à la psychologue scolaire, au médecin scolaire, pour favoriser la mise en place des aménagements, favoriser la mise en place des tiers-temps et autres, tout ce que vous savez, du primaire au collège, au lycée, et j'ai envie de dire après, d'accord ? Donc ça va faire aussi intervenir, bien entendu, donc la MDPH, les allocations, ça va faire intervenir les centres d'information et d'orientation, ça va faire les centres de formation professionnelle, les lycées pro, et depuis peu, moi, j'essaie de militer à l'université pour faire reconnaître aussi le niveau de difficulté d'un certain nombre de jeunes adultes qui arrivent à la faculté, et ils ont déjà un parcours qu'il faut valoriser pour qu'ils puissent continuer à prétendre effectivement avoir un certain nombre d'aménagements. Il y a des grandes écoles qui commencent déjà à s'y mettre. Hein, donc ça serait bien effectivement que nous, l'université, on ne perd pas le créneau. Et puis bien entendu, l'association des parents, et Dieu sait que les associations de parents sont actives et ont contribué à faire avancer le débat. Tout ça pour terminer, et j'en conclurai là-dessus, sur cette notion de partenariat. Je crois que ce partenariat, il existe. Il faut encore une fois donc le mettre en avant, qu'on a la chance aujourd'hui d'être tous autour de nous, enfin tous là présents, que ça peut s'inscrire dans quelque chose de durable et de dynamique, et que ce partenariat pourra, je pense, faire émerger dans très peu de temps des parcours pédagogiques, j'ai envie de dire les plus adaptés possibles au niveau de difficulté, au niveau de au niveau de handicap, excusez-moi le terme, mais j'aime pas trop effectivement ce terme, j'ai toujours un peu du mal à l'exprimer. Et que ça doit effectivement permettre à la fois d'harmoniser les parcours de vie, de les rendre évolutifs, de soutenir ces enfants, de soutenir ces familles, et encore une fois, comme je vous le disais, du primaire au monde du travail, parce que voilà, les dyslexiques, les dysphasiques, ils ont leur place dans notre société, et ils ont la place effectivement, et ils peuvent apporter beaucoup à notre société. J'en ai terminé. Merci de votre attention. Merci Pierre pour cette intervention remarquable qui lance le débat. Tu as tenu le temps, 19 minutes, il me reste 1 minute pour faire le lien. Tu as tendu la main vers Michel Petit et vers l'Éducation nationale, donc je pense qu'on va pouvoir poursuivre la réflexion. Je rajouterai juste 2 choses, tu as dit des chiffres qui étaient très forts. 20% d'enfants à besoins spécifiques. Vous savez qu'il naît chaque année 770 000 enfants. Donc ça fait 20%, ça fait 150 000 enfants chaque année qui ont des besoins spécifiques dans chaque classe. Donc ça, c'est déjà un chiffre qui est important. La spirale, oui, j'ai oublié de vous dire, avec Pierre, on a appris tout ça ensemble. Là, c'est un ami de 20 ans. On a fait un DEA en 94 sur la neuropsychologie. Et je peux vous dire qu'à l'époque, on était considérés, nous, les pédopsychiatres, comme des extraterrestres de s'intéresser à la neuropsychologie. Et on a commencé à apprendre ça. Et moi, je suis parti au Canada. Bref, et cette spirale, ça fait un moment qu'on en parlait ensemble en révisant notre DEA. C'est un peu grâce à Pierre que j'ai eu mon DEA, d'ailleurs, parce que j'avais du mal à me mettre au boulot. Et il y a une autre métaphore qui m'est venue et qui est à peu près aussi forte que cette histoire de spirale. Peut-être qu'elle est là. C'est une femme, une psychologue, qui m'a demandé de préfacer son bouquin et qui a appelé ça la théorie des dominos. Vous savez, le domino 10 qui fait tomber le domino réussite scolaire, qui fait tomber le domino estime de soi, qui fait tomber le domino ambiance familiale, qui fait tomber le domino intégration professionnelle. Alors que si on n'avait pas fait tomber le premier domino, eh bien la chute des autres ne s'enchaînait pas. Donc je pense que c'est très important de retenir que finalement tout est intriqué, et comme l'évoquait Pierre très justement, y compris l'estime de soi, c'est-à-dire la confiance qu'on a en soi, puis après qu'on met dans les autres. Et puis, oui, bien sûr, Pierre parlait de ces enfants. C'est bien de proposer des bilans. On est tous là ensemble et c'est vrai qu'on va participer à ces échanges-là. Mais on voit tellement d'enfants qui ont frappé à des portes qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et je pense à un garçon qui me disait, du Midi de la France, qui me disait un jour, je lui dis, mais pourquoi tu viens ? Il avait effectivement un dossier, comme disait Pierre. Il me dit, je crois que maintenant, j'ai plus le choix.
il faut que je vienne vous voir pour faire le bilan de mes bilans. Il faut le faire quand même. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il est allé essayer plein de choses et puis que personne n'a fait vraiment la synthèse. Donc voilà, merci en tout cas pour cette introduction et pour avoir respecté le temps. Donc je laisse la parole à Michel Petit, qui est inspecteur de l'éducation nationale, qui est conseiller du recteur et qui va nous évoquer un peu, lui, sa façon de voir, peut-être sur le plan aussi politique. C'est laquelle, Michel? C'est celle-là?